Le cerveau du putsch manqué du 7 décembre 2024 est vivant, libre, et nargue Patrice Talon depuis Lomé. Le colonel Pascal Tigri, l'homme qui a fait trembler le régime béninois pendant quelques heures, a réussi l'impossible. Échapper aux forces nigérianes, françaises et béninoises lancées à sa poursuite, traverser la frontière et obtenir la protection du Togo. Cette fuite spectaculaire n'est pas qu'une humiliation pour Talon, c'est la preuve que son pouvoir ne tient qu'à un fil. Un homme seul, traqué par 3 armées, a réussi à s'échapper. Maintenant, depuis son refuge togolais, il devient le symbole vivant de la résistance béninoise. Et Faure Gnassingbé, le président togolais, joue un jeu dangereux en refusant de livrer celui que Cotonou considère comme le terroriste numéro 1. La fuite de Tigri ressemble à un film d'action hollywoodien, sauf qu'elle est réelle. Le 7 décembre à midi, quand la contre-offensive loyaliste reprend le contrôle de la télévision nationale, Tigri comprend que la partie est perdue. Mais au lieu de se rendre ou de mourir en martyr, il choisit la fuite. Avec une poignée d'hommes fidèles, il disparaît dans la nature. Les services de renseignement perdent sa trace. Les drones français le cherchent en vain. Les forces spéciales nigérianes ratissent sans succès. L'homme s'est évaporé. Comment a-t-il fait? Les sources proches du dossier parlent d'un réseau de complicités incroyables. Des villageois qui le cachent. Des pêcheurs qui le transportent. Des douaniers qui ferment les yeux. Des militaires qui regardent ailleurs. Tigri n'est pas qu'un putschiste isolé. C'est un homme du peuple soutenu par le peuple. Sa fuite est une opération de résistance collective contre le régime de Talon. Le parcours de sa fuite révèle l'ampleur du soutien dont il bénéficie. De Cotonou, il remonte vers le nord, évitant les axes principaux. Il traverse les villages où les habitants le nourrissent, le protègent, le guident. Les émigrants, ses conducteurs de mototaxi, organisent des relais pour le transporter. Les femmes du marché créent des diversions pour tromper les poursuivants. C'est tout un peuple qui se mobilise pour sauver celui qu'ils considèrent comme un héros. La frontière togolaise est théoriquement fermée et surveillée. Les ordres de Talon sont clairs. Personne ne doit passer. Les forces béninoises sont en alerte maximale. Les Nigérians patrouillent. Mais dans la nuit du 9 au 10 décembre, Tigri passe. Comment? Les versions divergent. Certains parlent d'un passage par les pistes de brousse connues des seuls contrebandiers. D'autres évoquent une traversée du fleuve Mono en pirogue. D'autres encore suggèrent qu'il est passé par un poste frontière officiel avec la complicité des gardes. Une fois au Togo, Tigri ne se cache pas. Il se présente aux autorités togolaises et demande l'asile politique. C'est un coup de génie stratégique. En se déclarant officiellement, il force Lomé à prendre position. Soit le Togo le livre et perd toute crédibilité. Soit il le protège et défie Talon. Faure Gnassingbé choisit la deuxième option. Pourquoi? Les relations entre le Togo et le Bénin de Talon sont exécrables depuis des années. Les deux pays se disputent surtout les frontières, le commerce, les alliances régionales. Gnassingbé voit en Talon un rival dangereux qui veut dominer la sous-région. Protéger Tigri, c'est envoyer un message clair. Le Togo ne se laisse pas dicter sa conduite par Cotonou. Mais il y a plus. Des sources diplomatiques révèlent que Tigri n'est pas arrivé les mains vides au Togo. Il aurait apporté des documents compromettants sur le régime de Talon, des preuves de corruption massive, des enregistrements de crimes d'État, des listes d'agents doubles, un trésor de guerre informationnelle que Lomé peut utiliser comme levier contre Cotonou. Tigri n'est pas qu'un réfugié, c'est une mine d'or de renseignements. La demande d'extradition de Talon arrive dans les heures qui suivent. Un document de 47 pages détaillant les crimes supposés de Tigri. Haute trahison, tentative de coup d'État, terrorisme, assassinat. Les accusations sont graves. Les preuves semblent accablantes. Mais le Togo refuse. Officiellement pour des raisons humanitaires. Officieusement parce que Lomé veut faire payer à Talon des années d'humiliation. La réponse togolaise est un chef-d'œuvre de cynisme diplomatique. Lomé affirme que Tigri est un réfugié politique fuyant la répression d'un régime autoritaire. Que le livré serait le condamné à la torture et à la mort. Que le Togo respecte ses obligations internationales en matière de droit d'asile. Chaque mot est choisi pour humilier Talon. C'est une gifle diplomatique monumentale. Talon fulmine. Ses conseillers parlent de déclaration de guerre. Le président béninois convoque l'ambassadeur togolais. Le sermonne. Le menace. Mais que peut-il faire? Envahir le Togo? Impossible. Les Nigérians ne suivraient pas. Fermer la frontière? Elle l'est déjà.
Sanctions économiques? Le Togo s'en moque. Talon est impuissant et tout le monde le voit. La CEDEAO est sollicitée. Talon exige une intervention de l'organisation pour forcer le Togo à extrader Tigri. Mais la CEDEAO est divisée. Certains pays soutiennent le Bénin. D'autres comprennent le Togo. La plupart ne veulent pas s'impliquer. L'organisation se contente d'un communiqué appelant au dialogue et au respect du droit international. Une non-réponse qui arrange Lomé. Pendant ce temps, Tigri s'installe confortablement à Lomé. Il n'est pas dans une prison dorée, mais dans une villa surveillée. Il reçoit des visiteurs, des journalistes internationaux, des opposants béninois en exil, des émissaires de diverses puissances. Il devient une attraction, une célébrité, un symbole. Chaque jour qu'il passe libre au Togo est une humiliation supplémentaire pour Talon. Les révélations commencent à fuiter. Tigri parle. Pas publiquement, pas encore, mais à des interlocuteurs choisis. Il raconte les coulisses du putsch, les raisons profondes, les soutiens cachés, les complicités inattendues. Il évoque des ministres de Talon qui étaient au courant, des généraux qui devaient basculer, des diplomates qui avaient promis leur soutien. Chaque révélation est une bombe qui explose à Cotonou. Plus grave encore, Tigri révèle l'ampleur de la répression post-putsch au Bénin. Les exécutions sommaires, les tortures dans les prisons secrètes, les disparitions forcées. Il a des noms, des dates, des lieux, des preuves qu'il a emportées avec lui, des vidéos filmées en cachette, des enregistrements audio de séances de torture, un dossier d'horreur qu'il menace de rendre public si on tente de l'éliminer. Les services secrets béninois tentent tout pour atteindre Tigri. Des agents sont envoyés à Lomé, certains pour l'espionner, d'autres pour le corrompre, d'autres encore pour l'assassiner. Mais les services togolais veillent. Ils ont placé Tigri sous protection maximale. Toute tentative contre lui serait considérée comme un acte de guerre. La France est embarrassée. Paris soutient officiellement Talon, mais comprend la position du Togo. La DGSE a ses propres contacts avec Tigri. Les Français savent qu'il détient des informations sensibles sur leurs opérations en Afrique de l'Ouest. Le tuer ou le livrer pourrait déclencher des révélations embarrassantes. Alors la France temporise, négocie dans l'ombre, cherche un compromis impossible. Le Nigeria est furieux. Abuja a investi du capital politique et militaire pour sauver Talon. Voir le principal putschiste se pavaner libre à Lomé est inacceptable. Tinubu menace le Togo de sanctions. Mais Gnassingbé rappelle que le Nigeria a ses propres opposants en exil qu'il ne livre pas. L'hypocrisie nigériane est exposée au grand jour. Les autres putschistes béninois observent avec attention. Si Tigri peut trouver refuge et protection au Togo, pourquoi pas eux? Les arrestations au Bénin se multiplient, mais certains réussissent à fuir. Vers le Togo, vers le Ghana, vers la Côte d'Ivoire. Un réseau d'exilés béninois se constitue. Tigri en devient le chef naturel. Une opposition armée en exil prend forme. Au Togo même, Tigri devient une figure populaire. Les Togolais voient en lui un homme courageux qui a défié un dictateur. Les médias togolais, contrôlés par le pouvoir, lui sont étonnamment favorables. Il est présenté comme un combattant de la liberté et un patriote africain. Gnassingbé utilise Tigri pour redorer son propre blason démocratique. Ironique pour un président qui a lui-même des problèmes de légitimité. Les implications régionales sont énormes. Si le Togo peut héberger impunément les putschistes béninois, qu'est-ce qui empêche le Bénin d'héberger les opposants togolais? C'est l'ouverture d'une guerre froide régionale où chaque pays utilise les opposants de l'autre comme arme. La stabilité de toute la sous-région est menacée. Les services de renseignement régionaux sont en ébullition. Qui d'autre est impliqué dans la protection de Tigri? Le Ghana fournirait des passeports. La Côte d'Ivoire offrirait des financements. Le Burkina Faso proposerait un entraînement militaire. Le Mali fournirait des armes. C'est toute une coalition anti-Talon qui se dessine avec Tigri comme figure de proue. L'opinion publique béninoise est divisée. Pour certains, Tigri est un traître qui doit être jugé. Pour d'autres, c'est un héros qui a osé défier Talon. Pour la majorité silencieuse, c'est surtout la preuve que le régime est faible. Si un putschiste peut s'échapper et narguer le pouvoir depuis l'étranger, c'est que ce pouvoir ne vaut pas grand-chose. Les jeunes béninois sont fascinés par Tigri. Sur les réseaux sociaux, il devient une icône. Des t-shirts à son effigie circulent clandestinement. Des chansons à sa gloire sont composées. Des graffitis Tigri libre apparaissent sur les murs.
C'est une figure romantique du rebelle qui séduit une jeunesse en quête de héros. Les femmes du marché ont leur opinion. Si Tigri a réussi à fuir, c'est que Dieu est avec lui. Talon peut envoyer toutes les armées qu'il veut, il ne peut rien contre la volonté divine. Cette interprétation religieuse de la fuite donne une dimension mystique à l'affaire. Tigri devient l'instrument de Dieu contre un pouvoir impie. Les militaires béninois sont démoralisés. Leur chef rebelle vit libre pendant qu'eux subissent purges et suspicions. Certains regrettent de ne pas l'avoir suivi. D'autres préparent secrètement leur propre fuite. L'armée se vide de ses éléments les plus compétents qui préfèrent l'exil à la soumission. Les conséquences économiques sont immédiates. Les tensions Bénin-Togo paralysent le commerce frontalier. Des millions de dollars de transactions sont bloqués. Les populations frontalières souffrent. Le port de Lomé profite du chaos à Cotonou pour attirer les clients. C'est une guerre économique qui s'ajoute à la crise politique. Les implications juridiques sont complexes. Le Togo invoque la Convention de Genève sur les réfugiés. Le Bénin brandit les accords d'extradition de la CEDEAO. Les juristes s'écharpent. Les tribunaux sont saisis. Mais au fond, tout le monde sait que c'est une question politique, pas juridique. Le droit n'est qu'un habillage pour des décisions politiques déjà prises. Tigri lui-même devient stratège politique. Il comprend qu'il est devenu un enjeu. Il négocie sa protection. Il monnaie ses informations. Il construit son réseau. Il prépare son retour. Car il sait qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, il rentrera au Bénin, en triomphe ou les armes à la main. Les scénarios d'évolution sont multiples. Tigri pourrait être assassiné par un commando béninois, déclenchant une crise majeure avec le Togo. Il pourrait être livré secrètement contre des compensations. Il pourrait organiser depuis Lomé une nouvelle tentative de coup d'État. Il pourrait négocier son retour dans le cadre d'une amnistie générale. Ou il pourrait rester indéfiniment en exil, symbole vivant de l'opposition armée. L'affaire Tigri révèle la fragilité de Talon. Un président vraiment fort n'aurait pas laissé fuir le chef des putschistes. Un régime vraiment solide n'aurait pas peur d'un homme seul en exil. Un pays vraiment stable ne serait pas ébranlé par un colonel réfugié à l'étranger. Mais Talon tremble. Son régime vacille. Le Bénin chancelle. Et Tigri, depuis Lomé, est le révélateur de cette faiblesse. Le temps joue contre Talon. Chaque jour que Tigri passe libre est une érosion de l'autorité présidentielle. Chaque révélation qui fuite est un coup porté au régime. Chaque soutien que Tigri reçoit est une légitimation de la rébellion. Talon voulait faire un exemple. Il a créé un martyr vivant. Le Togo, en protégeant Tigri, a allumé une mèche. Cette mèche peut mener à l'explosion du Bénin, à la guerre entre les deux pays, ou à une reconfiguration totale des alliances régionales. Fort Gnassingbé joue avec le feu. Mais il sait que Talon est encore plus inflammable que lui. Les puissances internationales observent avec inquiétude. Un précédent dangereux est créé. Si chaque pays peut héberger les putschistes du voisin, l'Afrique de l'Ouest va devenir ingouvernable. Mais personne n'ose intervenir. La France est discréditée. Les États-Unis sont désengagés. La Chine est prudente. La Russie profite du chaos. L'Europe est impuissante. Pascal Tigri, depuis sa villa de Lomé, est devenu plus dangereux pour Talon que quand il dirigeait le Putsch. Vivant, libre, parlant, il est la preuve ambulante de l'échec du régime. Son existence même est une menace permanente. Son refuge togolais est une épine dans le pied de Talon qui s'infecte jour après jour. L'extradition réclamée par Talon ne viendra jamais. Tout le monde le sait. Le Togo a trop à gagner à garder Tigri. Et Talon a trop à perdre à insister. C'est un pacte géopolitique où chaque camp observe l'autre en attendant le faux pas. Mais ce pacte ne peut pas durer éternellement. Quelque chose devra céder. Soit Talon tombe et Tigri rentre en héros. Soit Talon survit et Tigri devient un exilé perpétuel. Soit la situation dégénère en conflit ouvert entre le Bénin et le Togo. Dans tous les cas, l'affaire Tigri marque un tournant dans l'histoire de la sous-région. Le colonel Pascal Tigri a réussi l'impossible, transformer une défaite militaire en victoire politique. De putschiste raté, il est devenu symbole de résistance. De fugitif, il est devenu stratège. De militaire rebelle, il est devenu acteur géopolitique. Son refuge togolais n'est pas une fuite, c'est une base arrière pour la reconquête. Talon peut réclamer son extradition tant qu'il veut. Crier à la trahison. Menacer de représailles. Rien n'y fera. Tigri est intouchable. Protégé par le Togo, soutenu par une partie de la région,
symbole pour son peuple, il est devenu plus puissant dans l'exil qu'il ne l'était dans l'action. Cette affaire n'est que le début d'une longue guerre d'usure entre Talon et ses opposants. Une guerre qui se jouera dans l'ombre, par procuration, avec des coups tordus et des alliances mouvantes. Le refuge de Tigris au Togo n'est que le premier acte d'une tragédie qui s'annonce longue et sanglante. Le Bénin ne sera plus jamais le même après l'affaire Tigris. Un précédent est créé. Une brèche est ouverte. Un espoir est né pour les opposants. Une peur s'est installée chez les gouvernants. Le pays est entré dans une nouvelle ère, celle de l'instabilité permanente et de la confrontation perpétuelle. Pascal Tigris, depuis Lomé, regarde Cotonou et sourit. Il a perdu une bataille, mais pas la guerre. Son heure viendra. Et quand elle viendra, Talon comprendra que l'avoir laissé fuir était la plus grande erreur de son règne. Car un ennemi mort est moins dangereux qu'un ennemi vivant, libre et déterminé à prendre sa revanche.